Sunday Night Production. À l'occasion de la Orange Night Run, une course de nuit organisée le 17 juin dernier à Paris, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet sensible, parfois tabou, mais crucial, le harcèlement de rue. Avec le soutien de Oka et de iRun.fr, nous vous proposons un épisode spécial consacré à cette problématique. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous avons décidé de nous intéresser à un sujet hautement sensible et malheureusement d'actualité, le harcèlement de rue qui affecte particulièrement les coureuses. C'est une réalité sombre qui est souvent ignorée mais qui a un impact considérable sur la sécurité et le bien-être de beaucoup de femmes. Et pour nous accompagner et nous aider à nourrir notre réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Mathilde Castres, présidente de l'association Sine Qua Non, qui aide les femmes à se réapproprier l'espace public à travers le sport. Mathilde, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de t'être déplacée jusqu'au studio de la House of Running d'iRun.fr. Comment vas-tu ? Merci beaucoup pour l'invitation, je vais très bien et je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet essentiel aujourd'hui avec vous. Notre second invité est adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques, Paralympiques et de la scène. Il s'agit de Pierre Rabadan. Pierre, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour participer à l'échange d'aujourd'hui. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ravi d'être avec vous. Et effectivement, je rejoins Mathilde pour souligner l'importance d'aborder ce type de sujet. On le fait peu. Alors nous, on en parle dans les objectifs de politique publique et on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est un sujet éminemment important, notamment quand on parle d'égalité, notamment d'égalité de la pratique sportive. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir l'occasion d'en débattre avec vous. Bon, hâte de commencer également. Et enfin, je serai épaulé dans cette émission par Nolwenn Pincivi, journaliste à la rédaction de Sunday Night Sport et spécialisée sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Salut Nolwenn, comment vas-tu aujourd'hui ? Est-ce que tu n'as pas trop chaud ? Si, j'ai chaud, mais je suis très contente de passer pour une fois de l'autre côté du micro pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Imaginez un instant, on est un soir d'été, vous chaussez vos baskets, vous enfilez votre tenue de course, prêt à explorer les rues de votre ville. Sentir l'air frais sur votre visage, retrouver cette sensation de liberté qu'on aime tant quand on pratique la course à pied. Seulement, ce qui devait être un moment de plaisir et de bien-être se transforme vite en cauchemar, des commentaires déplacés, des regards insistants, des sifflements, voire même des comportements bien plus inquiétants. C'est malheureusement ce que vivent beaucoup de coureuses lorsqu'elles sortent courir. Selon une étude réalisée par le magazine Runners, une femme sur deux a déjà été harcelée pendant un entraînement de course à pied et près de 30% d'entre elles disent avoir déjà été suivies pendant leur footing. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui doivent nous interpeller. Mathilde, est-ce que tu es surpris par ces statistiques ? Non, malheureusement pas. Il y a un autre chiffre aussi important qui vient d'une autre étude qui a montré qu'un tiers des femmes ont même arrêté leur pratique de running parce qu'elles ont été victimes de harcèlement de rue et que ça a été une entrave et un frein à cette pratique. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, c'est le quotidien des femmes. Et nous, on le voit de manière régulière avec toutes les femmes qu'on accompagne dans leur pratique sportive. Alors, avant de plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour clarifier ce que l'on entend par harcèlement de rue. Parce que où se situe la frontière finalement entre harcèlement et courtoisie, entre harcèlement et interaction sociale ordinaire ? C'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Je dois avouer que j'ai rencontré quelques difficultés justement en cherchant une définition officielle de l'harcèlement de rue. Mais heureusement, j'ai été épaulé par Nolwenn qui a fait des recherches qui va nous aider à mieux comprendre les enjeux. Alors Nolwenn, qu'est-ce qu'on entend exactement par harcèlement de rue ? Quelle définition tu nous as dénichée ? Alors, il faut savoir déjà qu'on n'a pas de consensus unique sur la définition du harcèlement de rue. Le harcèlement, lui, par contre, est défini. Donc, il s'agit d'une répétition de propos et de comportements visant à dégrader les conditions de vie de la victime, impactant ainsi sa santé physique ou mentale.
L'expression harcèlement de rue a été théorisée en 1981 par une anthropologue américaine, Michaela Di Leonardo. Donc, elle décrit ce phénomène comme l'approche d'une ou plusieurs femmes par un ou plusieurs inconnus dans un espace public autre que leur lieu de travail. Par le regard, les mots ou les gestes, l'homme affirme son droit à forcer l'attention de la femme, la réduisant à un objet sexuel et lui imposant une interaction. Bon, c'est plutôt clair. On a ensuite en France la loi de juillet 2018 qui a introduit le concept d'outrage sexiste qui est décrit comme des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement au harcèlement, la répétition n'est pas exigée. En fait, on sanctionne dès le premier acte. Et depuis 2023, l'outrage sexiste ou sexuel aggravé ou alors la récidive est un délit. Donc c'est sanctionné plus sévèrement que le simple qui est une contravention. En pratique, on identifie 3 types de harcèlement de rue, donc les plus courants, les attouchements physiques, le harcèlement verbal et la confrontation à des individus se masturbant. Voilà pour le point définition. Est-ce que vous avez des choses à dire, à compléter ? Non, j'avais pas la définition, mais c'est vrai que moi, je qualifiais plutôt de harcèlement de rue d'une interpellation non désirée, en tout cas non affirmée, notamment dans la pratique sportive. Et c'est vrai que c'est des choses que l'on voit quand il peut y avoir une ou plusieurs femmes qui peuvent se déplacer dans l'espace public dans une pratique sportive et qui vont se faire interpeller, soit par une remarque désobligeante, soit par des sifflets. Voilà. On est déjà là dans quelque chose qui va au-delà de ce qui est acceptable. Alors, les situations que vous avez énoncées précédemment, je les avais même pas en tête, tellement, déjà, il faut avoir cette base commune de se dire que une femme qui fait du sport dans l'espace public, elle ne fait rien d'autre que faire du sport dans l'espace public, elle ne doit pas craindre ou être victime de ce genre de propos ou de comportement. C'est déjà, me semble-t-il, le point de départ. Après, tout ce qui est après est encore bien au-delà de l'acceptable. J'ai posé la question justement de l'ambiguïté autour de la définition parce que j'ai l'impression que certains hommes ne se rendent pas forcément compte que leur attitude, leur comportement peut être assimilé à du harcèlement. J'imagine, Mathilde, que toi, tu dois le constater assez régulièrement dans ton association. Oui, on propose justement des sessions mixtes de running que l'on fait à la tombée de la nuit dans des lieux où les femmes n'osent pas aller courir seules le soir. Et le fait que ce soit mixte, on fait vraiment ce travail de pédagogie et de sensibilisation avec les hommes qui participent à ces sessions. Et l'on voit même des changements dans leur comportement. Donc bien souvent, eux ne s'aperçoivent pas qu'ils ont pu avoir aussi des remarques par le passé qui ont pu être qualifiées d'harcèlement et du coup mettre mal à l'aise la femme. Et la semaine dernière, justement, sur une de nos sessions, il y a un jeune homme qui nous accompagne et qui du coup a changé aussi son comportement, qui nous a relevé lors d'une de ses sessions de running avoir fait une course avec des amis à lui, qui commençait à être face à une fille et qui avait commencé à faire des remarques déplaçantes en lui disant qu'elle portait pas de culotte. Enfin voilà, ce genre de choses que nous on entend quand même régulièrement. Et du coup il a pu intervenir en disant non mais tu te rends compte, tu peux pas dire ça. La fille est juste là pour courir, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu malheureusement le quotidien. Pierre, je me tourne vers vous. Depuis plusieurs années, la ville de Paris a décidé de s'attaquer au harcèlement de rue et à la lutte contre la violence faite aux femmes. En tant que chargé des sports à la mairie de Paris, j'imagine que vous êtes particulièrement attentif à cette problématique. D'ailleurs, les femmes et les hommes ne pratiquent pas de la même manière les rues, les espaces sportifs, les parcs, les jardins, parce qu'ils peuvent répondre à certains codes sexués. Face à cette réalité, comment la ville de Paris envisage de promouvoir l'égalité et la mixité justement dans les espaces publics ? Quelles mesures peuvent être mises en place pour justement garantir aux femmes un accès plus sûr, plus égalitaire, plus sécuritaire aussi de tous ces espaces publics ? Mais c'est un vaste sujet et rien que nos premiers échanges le montrent déjà. Il faut savoir de quoi on parle et comment on le définit. D'abord, il y a un enjeu, je crois que vous l'avez dit au début, urbain. Comment sont faits les aménagements ? De quoi sont composées nos rues ? Qu'est-ce qui est prioritaire et comment on peut s'y sentir en sécurité ? C'est vrai pour tout espace public et encore plus pour les espaces sportifs dédiés. Alors, c'est moins des espaces qui accueillent des runners,
Mais par exemple, sur les terrains d'éducation physique, et ce qu'on appelle les TEP, les petits terrains qui sont en libre accès, c'est vrai qu'on a une très 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 large majorité de garçons qui sont dessus et qui sont un peu en terrain conquis, si je peux dire. Donc ce qu'on a fait d'abord, c'est d'essayer de comprendre comment dans la construction urbaine des équipements sportifs, il pouvait y avoir un problème justement de genre d'accès ou de ressentiment de sécurité pour ne pas répéter les mêmes erreurs quand on avait à en construire de nouveau. Pour ce qui est du running, on a mis en place un dispositif dont Mathilde fait partie qui s'appelle Paris Sportive, qui a notamment l'objectif de reconquérir l'espace public pour les femmes, alors souvent en groupe, souvent accompagnées par des associations, parce que on se rend compte qu'une femme seule ou deux femmes, voire un petit groupe de femmes, vont avoir du mal parfois à aller dans un environnement hostile, et c'est bien compréhensible. Et donc du coup, il faut essayer de changer les habitudes. Mathilde en parlera mieux que moi, donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais c'est plutôt un succès. Et on voit que lorsque c'est accompagné et encadré, ça marche mieux. Ensuite, nous, pour ce qui est du running, on essaye de voir quels sont les parcours de running identifiés. Et on est en train d'en créer de nouveaux pour que justement ils soient bien éclairés, bien sécurisés, parce qu'on se rend compte que la manière dont on articule ces rues, ces espaces, leur éclairage, vous parliez de caméras, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut souhaiter, mais en tout cas ça existe aussi, que c'est des paramètres qui ont vocation à rassurer aussi les femmes notamment, ou même certains hommes, j'en connais aussi qui prennent leurs dispositions en fonction de l'heure à laquelle ils courent, des parcours qu'ils font, etc. Pour toujours se sentir en sécurité. Donc c'est évidemment un phénomène qui touche plus les femmes, l'insécurité physique, mais et le harcèlement, mais qui va parfois au-delà de ça, et qui touche même le sentiment d'être en sécurité pour faire de la pratique et de l'activité physique. Voilà. Donc on essaye de travailler sur tous ces pans-là et évidemment de développer aussi dans un cadre associatif de la place pour le sport féminin. Et donc ça aussi, on essaye de grignoter le retard progressivement, mais dans un espace contraint. Donc il faut parfois faire des choix, et ils sont parfois difficiles aussi à entendre pour certains hommes, parce que si on avait plus de place, on pourrait dire voilà, on attribue des créneaux aux femmes sans en enlever aux garçons. Sauf que là, on est dans un contexte qui est tellement contraint et chargé qu'à un moment, il nous faut faire des choix ou trouver des nouvelles solutions, et c'est ça qu'on cherche à faire. Alors justement, en matière de sécurité, on parlait de l'éclairage public, mais c'est vrai, on l'a vu cet hiver par exemple, il y a eu des problématiques autour de l'économie d'énergie, et beaucoup de villes justement ont décidé de réduire l'éclairage public pour faire des économies tout simplement, et on a vu que certaines coureuses du coup n'osaient plus sortir, et donc ça a eu un impact direct sur la pratique sportive. Ça c'est un exemple, mais il en existe bien d'autres. Mathilde, en tant que femme et experte aussi, à ton avis, les femmes concrètement qui veulent pratiquer du sport dans l'espace public, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Toi, les témoignages que tu peux avoir, ça va être lesquels qui vont être les plus récurrents? Elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est la peur, comme on l'a dit, en fonction du moment de la journée. On a fait, nous, une étude en partenariat avec Strava qui a montré qu'il y avait 56% de femmes en moins qui pratiquent le matin lorsqu'il fait nuit. Sauf que souvent, lorsqu'on se prépare notamment sur une course, c'est vrai que les agendas sont contraints, et le seul moment, c'est souvent de pouvoir courir le matin tôt. Et là, on se rend compte, comme le disait aussi Pierre, que quand c'est pas éclairé, c'est des endroits où on ose moins y aller seul. Après, il y a d'autres problématiques qui sont des entraves et qu'on a pu aussi cartographier. C'est tout simplement la charge, j'ai envie de dire, familiale. Lorsque l'on est mère de famille, bien souvent, c'est la femme qui va s'empêcher, notamment le week-end, de faire sa pratique pour garder les enfants. Donc ça, c'est un peu les deux gros freins qu'on a pu voir et cartographier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être aussi un manque d'empathie ou de compréhension de certains hommes. Par exemple, on a lancé un sondage, nous, sur nos réseaux sociaux, et on a voulu interroger les femmes, non pas que on ne s'intéresse pas à la vie des hommes, mais en tout cas là, on voulait spécifiquement demander l'avis des femmes. Il y a des hommes qui ont répondu au questionnaire, disant que non, finalement, il n'y avait pas de problème, et même des messages en disant, mais non, finalement, est-ce que c'est par déni, ou est-ce que
voilà, ils se rendent vraiment pas compte de ce que peut être le quotidien d'une sportive. Il faut vraiment avoir conscience que voilà, en hiver par exemple ou l'été, ça va être des problématiques où les femmes vont être constamment vont devoir se poser des questions et les hommes n'ont pas forcément conscience de ça. Il y a peut-être un manque de conscience. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, nous on a fait l'exercice sur une session justement à demander à l'ensemble des coureurs quelle est la première question qu'on se pose avant d'aller courir. Et c'est assez flagrant, les hommes se posent juste la question quelle est-ce que ma montre GPS est chargée? Quelle perf je vais faire, quelle va être ma session du jour, si je vais partir sur un fractionné ou du long, je sauce mes baskets et j'y vais. Alors que la femme va se poser des milliers de questions qui vont être autant des freins. Il fait nuit, est-ce que j'ai bien ma bombe lacrymo, je vais mettre mon parcours et je vais prévenir mon conjoint où je vais. Il fait chaud, je vais pas me mettre en brassière, j'ai trop peur. C'est toutes ces entraves qui sont effectivement, en tout cas, peu favorables à développer la pratique puis de le faire d'une manière sereine. Alors j'aimerais qu'on dresse maintenant une sorte d'état des lieux un peu plus précis autour du harcèlement de rue en France et qu'on se penche aussi sur certains chiffres parce que c'est quand même un phénomène qui a été beaucoup étudié et les chiffres sont quand même assez édifiants. Nolwenn, toi tu as pu enquêter justement sur les différentes études. Est-ce que tu peux partager avec nous tes découvertes ? Alors il y en a beaucoup, donc j'ai synthétisé. Donc si on commence par Paris, à Paris, les femmes représentent 53% de la population globale. Donc on est quand même à plus de la moitié. Et pourtant, que ce soit pour les coureuses ou pour les femmes en général, ce n'est pas celles qui sont plus présentes dans l'espace public. Pour les coureuses, on pense notamment au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, où elles sont largement minoritaires. Si on regarde maintenant à l'échelle de la France, on estime aujourd'hui que 81% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel dans un lieu public, donc le harcèlement de rue. 100% des utilisatrices de transport en commun. Donc ça, c'est un chiffre qui, quand il était sorti, avait fait bondir et qui révèle quand même une triste réalité. Et 50% des femmes déclarent adapter leur tenue vestimentaire au mode de transport qu'elles vont utiliser. Donc c'est valable aussi pour les coureuses, puisque les coureuses, finalement, vont pratiquer dans l'espace public et vont complètement adapter leur tenue vestimentaire au lieu dans lequel elles vont pratiquer. Alors c'est des chiffres assez inquiétants. Au niveau judiciaire, est-ce que la justice s'en mêle ? Est-ce qu'il y a une... comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent un peu une action du pouvoir public par rapport à ça ? Alors oui, donc si on s'intéresse à la répression du harcèlement de rue, en 2021, on avait 2300 infractions pour des outrages sexistes qui ont été enregistrées par les forces de sécurité en France. On en avait 1400 en 2020, donc c'est une augmentation de 62%, ce qui est encourageant. Mais si on prend un peu de recul, il faut savoir qu'en France, il y a actuellement 35 200 000 femmes. Donc sur ces 35 200 000 femmes, on vient de le dire, il y a 81% de femmes qui déclarent avoir été victimes de harcèlement de rue. Donc si on fait notre petit calcul, ça fait environ 28 448 000 femmes. Donc là, on comprend tout de suite que les 2300 infractions répertoriées ne pèsent pas bien lourd, d'autant que sur ces 2300 infractions, on estime qu'il y a environ 15% qui aboutissent à l'arrestation et à la sanction de l'auteur des faits. Donc on voit bien que peu de femmes portent plainte dans les faits. Ça peut s'expliquer par une multitude de raisons. Donc elles peuvent tout simplement ne pas savoir à qui s'adresser, estimer qu'elles n'ont ni le temps ni l'énergie pour le faire. Elles peuvent aussi douter de la recevabilité de leur plainte ou même tout simplement douter de ce qu'elles viennent de subir, en fait, en ne se rendant finalement pas compte que ce qu'elles ont subi, c'était bien une agression, même si ce n'est que du harcèlement et qu'il n'y a pas eu d'agression physique. Elles ont tendance à minimiser finalement ce qui leur est arrivé et à nier qu'elles ont subi du harcèlement. Mathilde, j'imagine que tu dois recueillir aussi des témoignages de victimes d'harcèlement qui doivent être parfois certainement en état de détresse. C'est quoi les premières réactions justement que toi tu observes chez une femme qui a subi ça ? Quels réflexes elle va avoir ? Qu'est-ce qu'elle va se dire ? J'imagine qu'il y a peut-être des patterns qui ressortent un peu plus. Oui, c'est souvent la culpabilité. Elle va tout de suite se demander pourquoi elle. Donc, elle va se dire qu'effectivement, elle n'était pas dans la tenue qu'il fallait, elle n'est pas sortie à la bonne heure. Et c'est aussi des injonctions qu'on a intériorisées. Le nombre de fois, la dernière fois, j'ai échangé aussi avec un coach de l'INSEP. Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais il disait également à ces jeunes filles qui coachaient de ne pas aller courir seule le soir. C'est des choses qu'on nous dit depuis qu'on est enfant, parce qu'on est une fille, fais attention, ne cours pas seule le soir. Donc c'est sûr que tant qu'on est dans cet état d'esprit,
on culpabilise en tant que femme. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive justement à changer les mentalités et faire changer en tout cas ce récit pour que qu'on soit plus dans cette injonction-là. Ces chiffres sont assez spectaculaires et peuvent sans doute nous faire douter de l'efficacité de l'arsenal législatif actuel justement pour lutter contre ce fléau. Pourtant, on sent bien que les pouvoirs publics ont conscience du problème et s'en saisissent. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que la mairie de Paris peut-être met en place d'un point de vue plus sécuritaire justement pour protéger les sportives le matin, la nuit, l'après-midi, dans les spots un peu de prédilection des coureurs? On peut voir par exemple des policiers à vélo. Je sais que c'est quelque chose qui se fait à vélo, pardon, sur des chevaux, à vélo aussi. Il y en a aussi, voilà, notamment sur le bois de Boulogne, ce qui est quand même peut être assez dissuasif. Quelles mesures est-ce que le problème est pris au sérieux déjà et quelles mesures sont appliquées? Oui, mais il est pris extrêmement au sérieux, que ce soit dans la pratique sportive ou globalement dans la sécurité en ville. Je veux dire que ce soit une femme ou un homme qui fait du sport ou qui se balade tranquillement, c'est aussi des choses qui peuvent arriver hors pratique sportive et qui arrivent bien trop souvent. Donc je crois que la mise en place de la police municipale de la ville de Paris, qui n'existait pas il y a encore quelques années, va en ce sens. Elle a la nécessité de dissuader, d'empêcher peut-être certains agissements et de réprimander s'il y a un comportement inapproprié. Il faut aussi se dire qu'en termes de visibilité dans l'espace public, et je crois que tout le monde peut le constater, depuis les attentats de Paris en 2015, on avait beaucoup moins de policiers dans la rue. Vraiment, c'était significatif. On voyait moins de policiers parce qu'ils étaient, on va dire, peut-être orientés vers d'autres missions. Et j'ai le sentiment depuis quelques mois, peut-être en lien aussi avec l'apparition de la police municipale, mais pas que, c'est aussi la police nationale. On ressent à nouveau un petit peu plus de sécurité dans l'espace public. Il y a encore du travail à faire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques. Est-ce qu'il faut plus de policiers, moins de policiers ? Mais on sait très bien que pour sécuriser l'espace public, il faut avoir une visibilité des forces de l'ordre. Ça dissuade, ça empêche. Et effectivement, après, ce que tu disais, Mathilde, sur est-ce qu'il faut aller courir dans les bois la nuit ? Bon, il y a un sujet aussi qui est lié à quel est le degré de sécurité dans ces lieux-là, en dehors même de la pratique sportive. Justement, moi, je voulais revenir sur ça parce que je vais faire mon mea culpa, mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de recommander. Déjà, j'ai des coureuses qui m'ont demandé si elles pouvaient venir courir avec moi. Et donc, naturellement, par réflexe, j'ai proposé aussi à des personnes des femmes, si l'hiver, elles voulaient qu'on se retrouve pour courir. Mais finalement, c'est le même conseil que je donnerais à un jeune garçon ou de pas un enfant, un adolescent à Gare du Nord, de peut-être pas sortir son iPhone. Est-ce que vraiment ça peut être perçu comme une remarque sexiste? Est-ce que vraiment c'est pas un conseil judicieux? Est-ce que tu peux m'éclairer par rapport à ça? Parce que pour le coup, c'est à mon avis peut-être un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est pas une remarque sexiste, loin de là. C'est plutôt un conseil bienveillant aujourd'hui. Le message qu'on veut faire passer, c'est justement comment on fait en sorte de sécuriser cet espace. C'est de pouvoir changer cette manière de raisonner. Ça va prendre du temps. Pour ça, il faut sécuriser l'espace. Il faut accompagner la pratique sportive. Nous, ce qu'on veut faire, c'est insuffler ce qu'on appelle le cercle vertueux, qui a été théorisé par une sociologue, Dominique Pongy, qui montre que la sportive, en tout cas, s'octroie davantage le droit à la ville. En gros, parce qu'elle gagne confiance en elle, plus il y aura des sportifs dans l'espace public, plus de femmes, plus les femmes oseront être dans l'espace public, plus on s'en sentira en sécurité et moins on aura ce réflexe de se dire « va pas courir, il est tard, tu vas être seule ». C'est comment on inverse du coup ce changement. Si je peux compléter, c'est le sujet de la reconquête de l'espace public globalement dans la ville et notamment à Paris qui est une ville extrêmement dense où il y a eu des usages passés, on ne va pas revenir dessus, mais où aujourd'hui on voit qu'il y a des nouveaux espaces, et notamment pour faire de l'activité physique ou du sport, qui permettent de reconquérir la ville, si je peux dire. Mais ça amène un certain nombre de nouveaux défis, il faut être capable de les sécuriser. Et une des réponses, en tout cas moi je la trouve pertinente, et c'est ce que vous faites un peu avec Sine Qua Non, c'est qu'à un moment, face à un sentiment d'insécurité, le rapport collectif, il est aussi important. Et on l'a vu dans le dispositif Paris Sportive, quand on est à 2, à 3, à 4, on se sent moins fragile, moins vulnérable, que on soit un homme ou une femme, que lorsqu'on court tout seul. Et c'est aussi une manière de partager le sport, de partager les performances,
Alors on peut pas toujours le faire et c'est pas la seule réponse, mais celle-là peut être aussi un moyen de ramener de la sécurité et de l'espace public avec, et j'en termine par là, une nécessité évidemment de sécuriser des parcours, donc de bien les éclairer et aussi de les identifier. Pourquoi ? Parce que si vous les identifiez, il va y avoir plus de monde qui va aller dessus. Et s'il y a plus de monde, il y aura moins de sécurité. Ça s'est vu d'ailleurs à Lille. Tout simplement, c'était des actions simples. Ils ont tout simplement dégrillagé un terrain sportif qui était surtout utilisé par des hommes. Ils l'ont dégrillagé et ajouté un peu d'espace vert, etc., pour qu'il soit plus identifié comme un terrain sportif et qu'il soit plus accueillant. Et on a vu que les femmes ont fait leur retour pour pratiquer. Donc ça tient des fois pas à grand-chose. Il n'y a pas forcément besoin de créer de nouveaux espaces. En fait, il faut juste les repenser. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, et vraiment les adapter aussi à la pratique sportive. Par exemple, mettre les kilomètres. Vous voyez, c'est tout bête. On va un peu les délimiter. On va mettre un départ, une arrivée avec les points de passage au kilomètre. Bah ça va inciter aussi les coureurs à pied à venir prendre possession des terrains et ça va créer une collectivité. Parce que ce qu'on aime aussi dans la course à pied, en tout cas moi c'est mon cas, à un moment donné, quand on est jeune, adolescent, on aime bien plus les sports collectifs. Mais en vieillissant, on a envie de faire un tennis et puis on est planté, vous savez, par notre ami finalement qui commence à avoir un bébé, qui n'a pas le temps, ou on veut faire un match de foot ou de rugby, il y a toujours des désistements. Et ce qu'on aime justement dans la course à pied, c'est qu'on a besoin de personne. J'ai envie d'aller courir, je peux y aller. Et cette liberté-là, finalement, il ne faudrait pas la priver aussi aux femmes. J'en reviens aussi tout à l'heure à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va peut-être reprocher à une femme d'être allée courir le soir, la nuit. Et moi, je disais, je n'ai pas forcément conscience. Mais une chose est sûre, si moi, je me fais agresser au Bois de Boulogne, personne ne va me dire mais qu'est-ce que tu faisais là au Bois de Boulogne ? Parce que je suis sportif, c'est mon terrain d'entraînement et ça sera la faute à pas de chance. Alors peut-être qu'une femme, on va lui reprocher. Et peut-être c'est là où il y a aussi un souci. Mathilde, toi, concrètement, tu connais bien ce domaine. J'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle, on n'a pas de baguette magique, mais selon toi, quelles seraient les mesures les plus efficaces là, dans tout ce qu'on vient de citer ? Est-ce que ça repose uniquement sur la sécurité, les policiers ? On parlait de la vidéosurveillance. C'est vrai qu'à Londres, c'est une méthode qui a beaucoup été utilisée. On sait que pour les Jeux Olympiques, même si ça fait beaucoup de débat, il y a toute cette question de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, qui pose d'autres questions. Mais... Pardon, j'interviens, mais il n'y a pas de question de reconnaissance faciale. Il n'y aura pas de reconnaissance faciale ni pendant les Jeux, ni après les Jeux. Mais en tout cas, il y a effectivement... C'est bien de le préciser parce que c'est pas forcément clair. Hein. Mais c'est extrêmement clair dans les textes et en tout cas, nous, c'était une ligne rouge. Il est inenvisageable qu'on ait recours à la reconnaissance faciale. Il y a un dispositif d'encadrement et de vidéosurveillance dans la ville qui va être un petit peu étoffé, notamment pour surveiller les mouvements de foule. Et c'est ce logiciel-là, mais en aucun cas, il y aura recours à de la reconnaissance faciale. Bon, merci de m'avoir repris parce qu'effectivement, c'est assez, ça change beaucoup de choses. Mathilde, du coup, voilà, toi, selon toi, 2-3 mesures qui vraiment seraient efficaces et qui auraient un impact pour rassurer les coureuses. Nous, ce qu'on voit, c'est l'accompagnement, en tout cas la force du collectif, comme le disait Pierre. Seul, c'est souvent difficile, ce premier pas, une fois qu'on a peur. Donc c'est le fait de faire ces petites crews au début qui permettent déjà de se réapproprier cet espace et puis au fur et à mesure de gagner confiance et puis après y aller toute seule. L'éclairage, effectivement, c'est un vrai sujet. Mais après, c'est comme on disait, plus il y aura de femmes, plus il y aura de monde, et puis plus on va y aller, plus on se sentira aussi en sécurité. C'est comment, au fur et à mesure, on regagne cet espace public. Peut-être c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on travaille actuellement sur 3 grands principes sur le running à Paris, à développer un parcours qui relie les 2 bois, donc du bois de Vincennes au bois de Boulogne, entièrement sécurisé, avec le moins de possible de croisements avec des véhicules. Notamment avec l'utilisation des berges depuis qu'il n'y a plus de voitures, il y a beaucoup de coureurs et de promeneurs. Donc entre un parcours est-ouest et un parcours aussi nord-sud qu'on est en train de délimiter, c'est-à-dire adapter les terre-pleins centraux, essayer de réduire le nombre d'interactions avec la circulation, et puis enfin des parcours par arrondissement. Et là aussi, l'objectif, il est de bien identifier ces parcours pour que finalement, ils fidélisent des runners et faire en sorte que du coup ça sécurise l'espace public et que ça permette de moins sentir une situation d'inconfort ou d'insécurité. Alors évidemment, là on parle beaucoup de Paris, mais on a eu beaucoup de témoignages de Lyonnaises, de Bordelaises ou encore de Nantaises qui nous ont écrit. Donc voilà, effectivement c'est un problème qui ne concerne pas que Paris et peut-être aussi qui peut avoir une espèce de synergie. Tu parlais des initiatives qui ont été prises à Lille, mais peut-être que... Est-ce qu'il y a justement un dialogue entre les grandes villes sur des choses qui marchent ? Est-ce qu'il y a aussi peut-être...
voilà, peu importe les partis politiques, on sait que ça joue beaucoup, mais si des initiatives ont vraiment fonctionné, est-ce qu'il y a des retours de données, de data, de sécurisation, est-ce que ça parle entre les villes, puisque ce problème de l'insécurité touche de plus en plus les villes. Voilà, est-ce que vous échangez entre vous, parce que ça peut aussi être une piste à mon avis. Oui, bien sûr, il y a des différents organismes. Moi, je suis impliqué dans 2. Je suis vice-président de l'Association nationale des élus du sport français, donc qui regroupe l'ensemble des communes qui sont affiliées à cette association, et dont certaines grandes villes. Et puis il y a France Urbaine aussi, qui regroupe les métropoles françaises. Et donc en fait, on est confronté, comme vous l'avez très bien expliqué, notamment les grandes villes et les métropoles, ont exactement le même problème. Donc on échange sur les solutions, les bonnes initiatives qui sont prises, les expérimentations parfois, et il faut le dire aussi, les erreurs qui sont faites. Parfois dans l'aménagement, on a eu l'occasion, dans le cadre de Paris Sportive aussi, de faire un colloque sur le développement du sport féminin, de faire intervenir des sociologues, de faire intervenir des urbanistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui relevait de la bonne décision ou pas. Donc évidemment, on essaye de mutualiser, ça pourrait encore être mieux, je le dis de manière avec beaucoup d'humilité, on pourrait le faire sans doute mieux, mais en tout cas, le problème déjà est posé. Et je vous félicite aussi de faire ce podcast là-dessus. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans, on aurait forcément parlé de ce genre de problématique. Ça ne veut pas dire que le chemin à parcourir est encore très long, mais maintenant le diagnostic est posé et la conscience des élus sur ce sujet-là est réelle. Maintenant, il faut trouver les solutions et les mettre en œuvre. Justement, alors il y a eu des initiatives qui ont été prises par les pouvoirs publics. Récemment, on a vu une campagne de distribution de flyers qui a beaucoup fait parler. Mais concrètement, voilà, elle a le mérite quand même. C'est vrai que c'est pas évident, parce que comment toucher aussi une grande partie du monde, du public, des coureurs, des coureuses, des passants, en ciblant des quartiers, des arrondissements qui sont peut-être plus sensibles. Et c'est vrai que le flyer, finalement, en outil de communication, parce que c'est pas si évident que ça, présente cet avantage-là. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément été comprise, cette initiative-là, par le grand public, voire même un peu moquée, même sévèrement attaquée par certaines associations. Mais elle avait le mérite d'expliquer ce qui sont peut-être les bases de comment réagir justement quand on est victime d'une agression, du harcèlement, ou quand on est témoin, parce que j'ai pas l'impression aujourd'hui que les gens, les passants, savent vraiment comment réagir. Après, ça pose la question de est-ce que ces actions, ces plaintes vont aboutir ou vont avoir lieu. Mais en tout cas, concrètement, comment est-ce qu'on doit réagir si on est témoin, Mathilde, ou si on est victime d'un harcèlement ? Quand on est témoin, il y a plusieurs réactions possibles. Alors, il y a des structures qui sont vraiment très bien, des associations qui font des formations. Il y a notamment la formation stand-up qui justement explique comment réagir dans ce type de situation. Tout dépend aussi si on se sent capable d'intervenir. Donc soit on intervient, soit on fait diversion, soit on prévient. Donc il y a plusieurs effectivement façons de réagir lorsque l'on est témoin d'harcèlement de rue. Et si on est victime ? Si on est victime, effectivement, je pense que c'est difficile de répondre comme ça. Ça dépend aussi de comment la personne ressent l'agression. C'est difficile de donner en tout cas ce conseil. Il y a effectivement le fait de porter plainte, le fait de... Parce qu'il y a une logique aussi de data, d'analyse aussi, de savoir, de répertorier pour peut-être ensuite mieux sécuriser. S'il y a des zones un peu plus à risque, des cul-de-sac, s'il n'y a pas de signalement, c'est dur aussi derrière, j'imagine en tout cas pour les pouvoirs publics, de pouvoir attaquer, réagir de manière un peu plus ciblée. C'est dur, mais il faut d'abord entendre, et puis je crois que maintenant on a posé un diagnostic, donc on sait en fait le contexte qui amène à des situations d'insécurité. On en a donné quelques exemples. Peut-être moi je voudrais aussi rebondir sur la difficulté du running libre, comme on dit, parce que du coup on a peu de cadres. Et c'est ça qui est aussi difficile. Aujourd'hui, nous, avec les clubs sportifs parisiens, y compris le comité départemental d'athlétisme, la fédération et celle d'autres sports et les clubs qui sont à Paris, on a lancé un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexuelles, dont évidemment les sujets dont on parle ici. Et là, on doit pour ça former les éducateurs, comme on essaye d'ailleurs de former nos agents progressivement pour les sensibiliser, parce que
on l'a bien vu au début, définir ce qu'est un harcèlement, une agression, déjà on a du mal alors qu'on est plutôt, je crois, sensibilisé à la cause. Alors imaginez des gens qui sont plutôt éloignés de ce problème-là. Donc on est vraiment dans une période où il faut apprendre ce que c'est le harcèlement, la violence, la discrimination, expliquer et aussi comprendre quand on en est témoin pour donner les bons réflexes. C'est un travail important, mais je crois que les pouvoirs publics, en tout cas nous à la ville, on a pris le taureau par les cornes. Maintenant, comme à Lyon, Lyon a mieux communiqué, mais nous on l'avait déjà lancé avant, ils vont conditionner aussi l'attribution de subventions à la mise en place de ces formations. Mais c'est vrai que dans un sport qui est moins fédéré, encadré, puisqu'il est plus libre, et c'est aussi il faut savoir qu'il y a force. 60% des femmes qui courent hors de tout cadre fédéral, C'est hors de toute instance. C'est ce que je disais justement, Oui, c'est oui. bien ça la difficulté. Du coup, on a C'est peu très d'emprise. spécifique au running finalement. Ouais, on a assez peu d'emprise sur ces publics-là parce qu'ils n'ont pas de cadre dans lequel on peut faire passer des informations, sensibiliser, etc. Donc là, j'ai pas la solution à proprement dit, mais voilà, peut-être faire connaître le type de réflexe. Comme disait Mathilde, si la victime, elle se sent vraiment perturbée par ces remarques, ces agressions, ce harcèlement, quel est le réflexe numéro 1 ? Et peut-être qu'il faut réfléchir sur ces parcours que l'on souhaite mettre en place aussi, donner de l'information. Voilà, si vous êtes victime, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous êtes témoin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, toutes ces solutions restent à inventer, mais en tout cas, il faut se poser la question de comment, dans l'espace public, on fait face à ces problématiques-là. Et puis, pas hésiter aussi, je le dis, voilà, si vous êtes une coureur ou même un coureuse et vous avez subi une agression, pas hésiter, si vous vous sentez en danger ou en insécurité, peut-être interpeller un autre coureur que vous allez croiser, demander de l'aide, à vous arrêter dans un café, à en parler, à expliquer ce qui vous est arrivé et de ne pas rester seul parce que ça peut être extrêmement oppressant. Donc on l'a vu par exemple au Japon, où des personnes se baladent ou des sportifs avec des petits écussons en fait, où ils disent voilà, si vous avez rencontré un problème, n'hésitez pas à venir demander de l'aide. Ou même sur les maisons, si vous êtes un enfant qui est perdu, c'est en difficulté, entrez, demandez la courtoisie. Alors c'est un peu l'inverse de attention, chien méchant, ne pas rentrer, eux c'est plutôt sur ce modèle là, mais je pense effectivement que même nous les coureurs, on doit être vigilants, à être attentifs à notre environnement, à ce qui se passe, et puis pas hésiter à jouer sur quand même cette communauté très bienveillante qu'est la plupart des coureurs quand on a eu un problème. Alors justement, nous on a interrogé directement nos auditrices, je le disais tout à l'heure, pour un peu en savoir plus sur leur quotidien de coureuse et le rapport qu'elles avaient au harcèlement de rue dans le cadre de leur pratique. Nolwenn, est-ce que tu peux nous partager quelques données, témoignages intéressants qu'on a recueillis suite au sondage ? Et je tiens à le dire, on a eu énormément de messages. On s'attendait à en avoir, mais pas à ce niveau-là, ce qui prouve que c'est quand même un sujet au cœur des préoccupations des coureuses. On a eu plus de 6000 réponses à notre sondage en 24 heures, ce qui est assez énorme. Donc, j'avais posé 10 questions à nos auditrices, donc 8 sous forme d'un sondage et 2 sous forme d'appel à témoins. Donc, la première donnée qui m'a semblé importante et que j'ai relevée, c'est qu'il y a seulement 33% des répondantes qui ont déclaré ne jamais avoir subi de harcèlement de rue dans le cadre de leur pratique sportive. Ça veut dire quand même qu'il y a 2 femmes sur 3 qui ont été un jour ou l'autre confrontées au harcèlement de rue dans le cadre de leur pratique sportive. On est loin de quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment une vraie problématique, c'est ce qu'on dit depuis le début. Pour 78% des femmes interrogées, et ça c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, le sentiment de sécurité est étroitement lié soit à l'heure de pratique, soit au lieu dans lequel elles pratiquent. On a une prédominance des réponses sur le lieu. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes aussi souhaitent avoir accès à des pistes d'entraînement, etc. pour pas pratiquer dans la rue. Donc ça serait intéressant. C'est une donnée qui est assez intéressante, par exemple pour les villes, les communes, de savoir que le lieu a une importance toute particulière pour les femmes, indépendamment de l'heure, parce qu'on parle souvent de la nuit, le jour, etc. Mais c'est pas la seule donnée finalement. Le lieu joue énormément, que ce soit le jour ou la nuit. Et alors, comment réagissent ces femmes quand elles font face à ces comportements ? Donc, on a plusieurs axes principaux. On a une femme sur 3 qui dit tout simplement qu'elle va reporter ou annuler sa séance. Donc, c'est ce que tu disais, Mathilde, tout à l'heure. Et on a 54% des femmes qui vont adapter leur tenue en fonction de là où elles vont pratiquer. Nolwenn, tu as recueilli aussi des témoignages. Concrètement, comment nos auditrices font face à ce problème, puisque je crois que tu leur as aussi posé la question. Oui, alors j'ai eu énormément de retours. J'ai dû en prendre qu'un petit échantillon. On a par exemple Laure qui nous a confié ne jamais courir en brassière.
et elle est loin d'être la seule, c'est quelque chose qui est revenu quasiment systématiquement. On a Gabrielle qui nous explique qu'elle fait attention, elle, à la longueur de son short, et Marie qui nous dit carrément qu'elle a troqué son short contre un legging même en été. Donc là, quand on voit par exemple la température qu'il fait aujourd'hui, on imagine quand même la contrainte. On a Charlotte qui a misé sur des hauts suffisamment longs pour dissimuler ses fesses, et Anna qui carrément a opté pour le fameux t-shirt oversize qui finalement va couvrir l'intégralité de ses formes. C'est qu'un petit échantillon, c'est ce que je disais, mais globalement, la plupart des retours portent sur le port de la brassière et le short et le côté moulant ou non des tenues. On peut ensuite noter que 27% des femmes courent en groupe parce que ça leur permet de se sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire que 27% des femmes courent en groupe, c'est que 27% des femmes le font pour être plus en sécurité et pas pour une raison de loisir ou parce que ça leur plaît. Et on a aussi beaucoup de femmes, et ça c'est un peu plus inquiétant, qui déclarent courir avec des armes pour se défendre. Donc on a parlé tout à l'heure des bombes lacrymogènes, on a eu des femmes qui nous ont dit courir avec des couteaux, les clés coincées entre les doigts. Et dans une moindre mesure, on a aussi beaucoup de femmes qui nous disent se prémunir, toujours courir avec des moyens de géolocalisation, le téléphone, la montre GPS. On voit bien, même en parlant de ces moyens de géolocalisation, on voit bien quand même le sentiment qui prédomine, un sentiment de peur et un sentiment de devoir toujours pouvoir justifier de sa position à ses proches en fait. Pierre, je me tourne à nouveau vers vous. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent un véritable enjeu pour la ville de Paris et doivent permettre justement de faire rayonner la capitale et le sport pour tous. Nous, on a interrogé justement nos auditrices aussi pour qu'elles nous soumettent un peu les solutions, selon elles, qui pourraient nous permettre de faciliter la pratique sportive pour tous, avec plus de sécurité. Et moi, j'étais assez surpris, c'est que finalement, une grande majorité, même assez écrasante, quand on demande des solutions aux auditrices, c'est beaucoup l'éducation qui revient, pas forcément les pouvoirs publics. C'est assez surprenant. Il y a quand même cette conscience que c'est aussi beaucoup par l'éducation et peut-être un peu plus de pédagogie. Évidemment, l'éclairage, c'est quelque chose qui est revenu énormément, de pas pouvoir courir dans le noir, et bien sûr les forces de l'ordre. Est-ce que, sur tous ces chiffres, est-ce que ça vous étonne ? Est-ce que vous voulez peut-être compléter sur d'autres choses ? Ça m'interpelle, puisque ça m'étonne. Évidemment, quand j'entends la proportion de femmes qui se sentent en insécurité. Alors, sur la géolocalisation, de toute façon, je considère que quand on court seul, c'est toujours bien, même pour des raisons médicales. Parce que si on a un problème et qu'on est seul, c'est bien de pouvoir être vite repéré en dehors de la question de la sécurité. Aussi en été, avec les malaises qui peuvent... déshydratation. Mais oui, c'est très inquiétant. Évidemment, le problème de fond, c'est que jamais on ne devrait en fait se poser ce genre de questions, et que ça vient d'un phénomène d'éducation. On peut l'appeler le patriarcat, on peut l'appeler... la formation ou l'éducation qu'on a reçue. Pourtant, c'est plutôt les femmes qui éduquent généralement dans les foyers les garçons, ou c'est parce qu'ils reproduisent un schéma peut-être à la maison. Sans doute, il y a un peu de ça. Il y a sans doute qu'à un moment dans le parcours éducatif public, du coup, qui dépend des autorités publiques, on n'a pas su à un moment expliquer que c'est quoi l'égalité homme-femme, quoi. Et que c'est un principe de base et non pas... une supériorité indue dans nos comportements sociétaux, quoi. En fait, l'éducation dans le cadre du patriarcat, que ce soit par les hommes ou les femmes, finalement importe peu, parce que ce n'est pas une éducation par les hommes, c'est une éducation dans un monde d'hommes, finalement, entre guillemets, c'est pour schématiser. Mais donc c'est des problématiques que j'espère un jour pourront être nommées en parlant au passé. On n'en est pas encore là, c'est certain, mais voilà, je crois que il y a des évolutions, elles sont évidemment trop lentes. Vous parliez des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est souvent un chiffre que je suis amené à donner, même si moi-même il m'interpelle quand je parle. Ça fait donc la dernière fois qu'on a eu les Jeux Olympiques, c'était en 1924, et il a fallu attendre un siècle pour qu'on arrive à des Jeux Olympiques paritaires et paralympiques, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'athlètes hommes que femmes. Ça montre le travail qui reste encore à faire. Le marathon, chez les femmes, c'est 84. Ça fait pas besoin de remonter très loin. Oui, absolument. Et puis même, on voit sur les chiffres de participation, ils augmentent. Les participations dans les courses sportives des femmes augmentent. Alors, Mathilde a donné quelques exemples. Mais tout ça pour dire que tout ça est une situation anormale.
qu'on se le dise et il faut le dire, et qu'on a maintenant identifié les problèmes et on commence à esquisser quelques solutions. Elles ne seront pas simples et elles ne changeront pas du jour au lendemain. En revanche, là où je veux affirmer quelque chose, il y a une volonté politique qui peut faire que ça s'accélère. Et ça, aujourd'hui, bon, je ne vais pas parler pour moi ou pour la collectivité dans laquelle je suis, mais je pense que la prise de conscience, elle doit encore s'accélérer pour gagner du terrain plus vite et revenir à une égalité nécessaire et que les femmes n'aient plus ce genre de préoccupations. En tout cas, moi je trouve ça quand même assez rassurant quelque part que la pédagogie soit quand même plus mise en avant plutôt que le côté répressif et qu'il y ait quand même cette prise de conscience qu'il faut aussi, ça passe aussi par l'éducation. Enfin voilà, moi j'ai été surpris, je trouve ça très très encourageant parce que je pense que c'est effectivement une solution en tout cas durable. Je sais pas Mathilde, mais toi tu vois des effets justement sur certains hommes. J'espère d'ailleurs sur ce podcast déjà au moins minimum qu'il y aura une prise de conscience parce que on l'a dit tout à l'heure en début, je pense que beaucoup d'hommes ne mesurent pas en fait ce que ça représente. C'est alors soit par déni ou pas, mais voilà, est-ce que c'est quand même ça va voilà, c'est pas tout ne se jouera pas que dans les services publics, la répression, la justice, c'est aussi nous dans nos foyers, auprès de nos amis, auprès de nos collègues de bureau, auprès de nos partenaires d'entraînement, avoir cette pédagogie et ce rôle-là. Oui, nous on l'observe de manière quotidienne. Je vous citais là cet exemple de ce jeune homme qui ensuite a pu en parler à ses amis en train de faire du running. On l'observe beaucoup aussi sur le dispositif sur le foot que l'on a mis en place dans les cities, où à la fin des matchs, on ouvre en mixité. Et là, on fait ce travail de pédagogie et d'expliquer dès le plus jeune âge que le terrain, ça se partage, l'espace public, ça se partage. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer la société. Donc c'est avec effectivement les futures générations et nos générations actuelles. Et ces sessions ont cette force-là, en tout cas, de poser le sujet. Parce que comme tu le disais, bien souvent on n'en a pas conscience et c'est hommes et femmes ensemble où on va réussir vraiment à faire évoluer la société. Puis il y a des choses qu'on laisse plus passer, qu'on ne doit plus laisser passer, des remarques, des sifflements qu'on a pu tous constater. Je pense et j'espère qu'aujourd'hui on a fait un bon avant qui va dire à la personne qui va être l'auteur de ça n'est plus possible, tu ne dois pas faire ça quand avant on laissait peut-être faire trop facilement. Oui, moi j'ai des souvenirs, jeune garçon, 5-6 ans, avec ma maman qui se faisait siffler alors qu'elle était avec moi. Enfin, c'était aberrant et c'était quelque chose qui arrivait souvent. J'espère qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont quand même moins courantes. En tout cas, en réponse un peu à l'escalade du harcèlement de rue, notamment dans les grandes villes, on voit émerger des initiatives comme par exemple des créneaux horaires réservés aux femmes, notamment dans les piscines municipales, les salles de fitness aussi, avec des jours réservés aux femmes ou encore des compétitions de course à pied exclusivement réservées aux femmes. Alors, ces initiatives, elles suscitent quand même aussi une certaine polémique qui rappelle aussi un retour en arrière à une époque peut-être de ségrégation ou des cultures qui ne sont pas forcément les nôtres. Mathilde, quelle est ta vision par rapport à ces initiatives ? Est-ce que tu penses qu'elles contribuent à une solution finalement durable ou exacerbe-t-elle peut-être le problème ? Je pense qu'il y a plusieurs solutions et c'est un peu ça aussi la force de toutes les solutions qui sont proposées. Nous, on travaille vraiment sur cette mixité. Après, je comprends aussi que pour certaines femmes, avant d'arriver à cette mixité, ces créneaux réservés leur permettent déjà de reprendre une habitude sur ces pratiques-là et peuvent être une étape nécessaire à la mixité. Donc, je pense que c'est bien s'il y a aussi plusieurs solutions proposées. Si je peux me permettre, en fait, ce qui m'a beaucoup parlé dans l'action que vous mettez en place dans les cities, donc on ne l'a pas tout à fait développé, mais en fait, vous commencez en non-mixité pour permettre aux femmes, du coup, d'être un peu plus à l'aise, de jouer comme elles en ont envie, de progresser aussi à leur rythme. Et ensuite, vous leur proposez, c'est elles qui disent oui ou non, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais d'intégrer les hommes qui sont autour du city pour passer sur une partie mixte et dans 80-90% des cas c'est ok. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que ça rejoint ce que tu dis, on commence par mettre à l'aise et par ne pas encore une fois demander aux femmes de faire l'effort de devoir s'imposer dans l'espace, et une fois qu'elles se sont appropriées l'espace, on y inclut les hommes à leur initiative à elles. Bien sûr ça peut pas être fait comme ça partout, mais je trouve que la démarche est très intéressante et je pense que c'est une partie de la réponse qui pourrait venir plutôt que de complètement séparer les hommes et les femmes en fait.
Ouais, bah récemment, on a vu justement le média Le Parisien faire un reportage dans un city park de basket où justement des créneaux étaient réservés aux femmes. Et on a vu dans les réactions des jeunes qui étaient là ou même dans les commentaires suite à cette publication dire que finalement, on allait exclure l'homme justement pour privilégier la femme. En tout cas, ça pouvait être perçu comme ça. On entend même parfois, certaines associations demander à ce qu'on ne s'adresse plus aux femmes quand elles font du sport. Et c'est vrai que la pratique sportive, et là Pierre, peut-être que vous allez pouvoir réagir par rapport à ça, mais c'est aussi un aspect crucial de la mixité, non seulement genrée, mais aussi sociale ou culturelle. Le sport a quand même ce potentiel unique de tisser des liens sociaux, d'enlever les barrières, de réunir les gens, de les fédérer. Et on est finalement, on peut être un peu dérangé par cette idée d'isoler les individus, d'isoler les genres, Est-ce que c'est pas quand même un peu un retour en arrière aussi ? Je crois pas. Je crois que pour rétablir un déséquilibre, il faut opérer de différentes manières. Moi, je suis assez partisan aussi de travailler sur cette mixité et la méthode que Sine Qua Non a mise en place. Il y a d'autres techniques. On voit que, par exemple, la représentation dans un certain nombre d'instances, la mixité dans des instances, qu'elles soient sportives ou autres, passe parfois par l'instauration de quotas. Il faut parfois forcer un peu l'accélération du changement. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse idoine et idéale qui peut être la solution. En revanche, quand on n'arrive pas par un dialogue, par une association de gens et de différents à mettre en place, à rétablir cet équilibre, il faut avoir recours peut-être à d'autres moyens. Ce qu'il faut chercher, à mon sens, c'est de ne pas exclure. Voilà, ça c'est parce que ça provoque de la jalousie, parce que ça crée un ressentiment, et ça, je pense que ça les uns marche contre pas les bien. autres. En revanche, si on vient avec l'argument principal qui est de rétablir un déséquilibre ou de ramener une injustice, de mettre fin à une injustice, il me semble que c'est la bonne manière d'aborder les choses. Et il y a plusieurs méthodes pour ça. Bon, je ne suis pas un spécialiste pour dire quelle est la plus efficace. Moi, j'aime beaucoup celle que Mathilde, pour y avoir assisté plusieurs fois, a fait, notamment sur les TEP, où on vient, c'est parfois difficile, parce qu'on vient conquérir un espace qui était gardé que par des hommes, et petit à petit, en étant ouvert, en acceptant certaines choses, en discutant, on arrive à faire sa place, et puis finalement on se mélange, et puis finalement on se rend compte que ça marche et que chacun finit par trouver sa place en ayant changé finalement l'ordre établi. Par des hommes ou par des groupes aussi. On sait que il y a certains groupes aussi au sein des quartiers qui vont s'approprier des espaces et qui vont même pas laisser même d'autres hommes des fois en profiter. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là et ça bénéficie à tous finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant quand on va mieux baliser, mieux éclairer, ce combat finalement, s'il est bien mené, il peut être bénéfique à tout le monde. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui a beaucoup été cité, c'est par rapport aux tenues de sport. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des problématiques autour justement de ces tenues-là. Alors les équipementiers sportifs évidemment prennent de plus en plus en compte ces problématiques-là, notamment certaines marques, à l'image de Hoka qui lance même des collections non genrées justement pour essayer de désexualiser le corps de la sportive, parce qu'il y a aussi un peu cette question-là autour de ça. Toi, Nolwenn, je crois que tu as recueilli des témoignages de nos auditrices justement spécifiquement sur la tenue et je crois que tu as pas mal de choses à nous dire. Alors j'en ai retiré 3 qui sont assez édifiants. Donc j'ai d'abord le témoignage de Marion qui écrit, je cite, « J'ai une forte poitrine et cela me pose énormément de problèmes en été car les brassières ne permettent pas de maintenir ma poitrine qui bouge lors des footings. Ça m'attire les regards et ça me pousse à porter des t-shirts larges. » Donc là, on pourrait vous voir par exemple penser à peut-être des brassières adaptées aux grandes tailles qui tiennent bien et puis qui sont peut-être plus couvrantes. On a ensuite Lina qui nous a raconté « J'ai parfois des difficultés à me vêtir, surtout avec les shorts. Ils sont trop moulants et ont tendance à remonter. J'ai déjà été suivie par des coureurs qui restaient derrière moi alors qu'ils auraient vraisemblablement dû me doubler. Franchement, j'ai eu peur. » La dernière phrase, elle fait un peu froid dans le dos. C'est quelque chose, à mon avis, qui est quand même assez courant. Bien sûr. Même sur les courses, on peut le constater. Évidemment. Et on a ensuite, alors ça c'est dans un autre registre, mais qui est tout aussi important, le témoignage de Nour, qui a écrit « Je me suis fait insulter en plein Paris parce que je portais le voile pendant mon footing. » Donc c'est un témoignage qui met également en lumière un aspect du harcèlement qui n'est pas toujours reconnu ou discuté, c'est le harcèlement ou la discrimination basée sur la religion ou sur les apparences.
J'aimerais qu'on aborde aussi le sujet et la question, tu en parlais tout à l'heure Pierre, de la mixité dans les compétitions sportives et l'impact que cela peut avoir aussi. Et vous allez voir que c'est pas si éloigné que ça que les tenues. Prenez par exemple l'ultra trail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, mais voilà, c'est des centaines de kilomètres avec beaucoup de dénivelé parcourus dans les montagnes. Et les femmes représentent moins de 10% des participants sur ces compétitions. Et cela doit sans aucun doute influencer le bien-être justement de celles-ci. Par exemple, on observe sur trail que les coureuses ont tendance à privilégier les jupes plutôt que les shorts ou les boxers de course les jupes, tout simplement, vont couvrir beaucoup plus leur corps. Et ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas sur les courses de route ou sur les pistes d'athlétisme, où au contraire, il y a même les culottes sur les pistes. Parce que, voilà. Mathilde, selon toi, est-ce que ce n'est pas justement un effet notable de la non-mixité des courses ultra trail? Les femmes sont moins de 10%, donc elles vont faire plus attention à leur tenue. Elles vont peut-être arriver aussi un peu sur la pointe des pieds sans se faire remarquer. On le voit aussi beaucoup sur le vélo, où voilà, elles veulent être la plus discrète possible. C'est vrai qu'on parle souvent de l'importance d'avoir des courses mixtes, mais on n'explique pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi c'est un enjeu. Et là, on le voit typiquement, je parlais des jupes, on voit les impacts que ça peut avoir. On parle de jupe avec le short intégré, évidemment. On parle pas de jupe. C'est un autre débat encore. Mais c'est pour en tout cas, il y a une façon de mode, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est surtout pour cacher les formes. Oui, c'est un vrai sujet souligné. On prend même le marathon de Paris. Comme le disait Pierre, les chiffres s'améliorent un peu, mais on reste quand même à moins de 24% de femmes qui prennent le départ du marathon de Paris, sachant qu'outre-Atlantique, en Amérique du Nord, on est presque à 50-50. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu et c'est aussi un sujet sur lequel on souhaite travailler, notamment sur le marathon de 2024. Nous, on souhaite aussi accompagner les femmes pour faire en sorte qu'elles soient plus nombreuses, en tout cas, à oser prendre ce départ des courses et qu'on arrive à en tout cas, avoir un meilleur équilibre sur ces courses et avoir plus de parité. Mais c'est important parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Et justement, Pierre, on parlait justement du marathon de Paris. On sait quand même que les équipes organisatrices du marathon de Paris ont fait quand même des efforts remarquables pour démocratiser au maximum justement la pratique. On est passé un peu plus de 30%, je crois, sur la dernière édition, même s'il reste évidemment beaucoup d'efforts à faire. Vous, justement, comment vous essayez d'impulser tous les événements sportifs qui peuvent avoir lieu à Paris et voilà, en expliquant aussi aux gens que ce n'est pas un chiffre pour avoir un chiffre, mais que derrière, ça a des conséquences. Oui, évidemment. Alors, on le suit de très près. C'est plutôt toujours en progression, alors insuffisante. Et il faut souligner quelque chose pour revenir sur ce que Mathilde disait tout à l'heure. Plus la course est longue et difficile, moins il y a de taux de participation de femmes. Parce que ça vient du fait que, évidemment, quand on fait un marathon, quand on fait un ultra-trail, il faut une période de préparation plus large et que les contraintes familiales, aussi, de travail ou d'absence se font encore plus facilement chez les hommes que chez les femmes. C'est à mon sens une des explications. Maintenant, on voit aussi, et c'est vrai d'ailleurs pour toute la pratique sportive, le taux de sédentarité est plus fort chez les femmes que chez les hommes. Même s'il est mauvais chez les deux, globalement, il est encore insuffisant sur les deux. Voilà, il est encore pire chez les femmes. On constate quand même une progression dans les dernières années, mais plus sur les petites courses. On est autour des 40%. De participation sur les courses à moins de 15 kilos, enfin à moins qu'un semi-marathon. Jusqu'au semi, je crois que le semi-marathon de Paris, on est quasiment proche de la mixité, ils ont réussi à... Jusqu'au semi, mais voilà, ça reste après multifactoriel, j'allais dire, et je pense que c'est une des explications consiste sur la méthode et le moyen de se préparer. Un 10 km, on n'a pas besoin de beaucoup de préparation. Une course longue, c'est plus le cas, donc il y a plusieurs initiatives, évidemment, on le suit. Je pense à une association avec laquelle on travaille sur les familles monoparentales, qui sont par exemple plus des femmes avec les enfants que des hommes. Et qui sont aujourd'hui, c'est un vrai, mais du coup, un vrai enjeu. Il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est une vraie évolution de nos sociétés et donc il faut traiter ça. Et par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Moi et mes enfants, qui peut garder les enfants pendant les périodes de préparation. Pas d'ailleurs forcément pour un marathon, mais pendant une période d'activité physique ou de sport. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être trouvées. Il y a évidemment des courses dédiées aussi. Ça amène aussi à une autre approche, celle qui est moins dans la comparaison, peut-être moins dans la performance sur des distances plus courtes. Et évidemment, on encourage l'ensemble des organisateurs à aller chercher un nouveau public
aller chercher un public parfois éloigné de la pratique, proposer des programmes de formation. Et après, on a beaucoup de dispositifs municipaux aussi qui sont gratuits, parce que c'est aussi parfois l'un des freins, même si c'est l'un des avantages du running, qui vont essayer d'attirer les personnes éloignées de la pratique, et notamment les femmes, en leur proposant un parcours progressif d'initiation, puis de continuité, puis de perfectionnement, et ensuite de les diriger vers les clubs. Tout ça est un long parcours, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est identifié. Les chiffres sont plutôt encourageants, mais il y a encore un gros déséquilibre. En tout cas, moi, j'étais pas forcément au courant de toutes ces initiatives. Je pense qu'elles vont dans le bon sens. Après, effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, un jeune papa qui prépare un ultra-trail ou même un marathon, ce sera beaucoup plus accepté socialement qu'une jeune maman. Il y aura toujours un peu cette culpabilité de non s'occuper des enfants. Pas seulement d'ailleurs les hommes, aussi les femmes entre elles peuvent aussi être culpabilisantes. C'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut avoir au niveau de la famille, en fait. C'est un enjeu important. Pierre, Mathilde, on a couvert de nombreux aspects justement du harcèlement de rue et de son impact sur la pratique sportive féminine. Aujourd'hui, pour conclure un peu notre discussion, peut-être pourriez-vous nous partager votre vision pour l'avenir. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution de la mixité dans le sport, la sécurité des femmes dans l'espace public? Quelles sont les actions selon vous qui vont être menées? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste pour l'avenir? Non, je suis vraiment optimiste. D'ailleurs, la discussion d'aujourd'hui le prouve. Je pense qu'il y a à peine même 5 ans, le sujet n'était pas à ce point-là mis en avant. On voit qu'il y a vraiment une prise de conscience des actions qui sont en train de se faire, des soutiens assez importants des collectivités qui permettent en tout cas de faire avancer le sujet. Donc je suis plutôt confiante et plutôt à me dire qu'on va vraiment vers une belle évolution de la société. Moi, je dirais qu'on est à un carrefour, quelque part aussi, en termes de visibilité de la pratique sportive. Évidemment, on accueille des grands événements internationaux, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça nous fait parler de sport, ça nous fait pointer des carences et des difficultés. Il ne faut pas que ce soit qu'un mirage. Il ne faut pas que ça passe et qu'en 2025, on se dise on a raté peut-être le coche. Je pense que la volonté est là, l'identification des problèmes est là aussi. Maintenant, il y a un certain nombre de mentalités à faire changer et de dispositifs aussi à mettre en place qui vont permettre de pérenniser la progression des femmes, de leur sécurité dans la pratique, et aussi un problème plus globalement social de considération de la place des femmes dans la société et du droit qu'elles ont à faire du sport au même titre que les hommes, voire même plus, parce qu'elles ont parfois une charge mentale plus importante. Donc voilà, je crois que chacun a un petit combat à mener d'abord dans sa sphère personnelle, et puis que, j'allais dire nous, mais en tout cas ceux qui sont en responsabilité politique continuent à avoir un discours extrêmement volontariste et à mettre en place des actions qui vont permettre que dans 10 ans, vous refassiez ce podcast et vous puissiez parler de certains problèmes au passé. On espère, on demande vraiment que ça. Merci infiniment Pierre, Mathilde de vous être rendu disponible. Je tiens également à remercier les équipes de iron.fr pour leur accueil et au cas d'avoir permis de rendre cet épisode possible. On sait aussi que les acteurs du privé ont un rôle à jouer important dans tous ces enjeux autour du sport. Merci également à Raphaël, à la réalisation pour sa disponibilité et réactivité. Merci à Laure-Yann, Nolwenn, Justine et Pierre-Emmanuel des équipes de Sunday Night Productions. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À la semaine prochaine.